Bienvenue dans Conversation, le podcast de Space qui puise son inspiration dans des échanges sincères et explore le parcours de vie des hommes et des femmes du monde des médias. Parce que chez Space, nous sommes convaincus que la communication est avant tout une affaire d'humain. Nous plaçons les relations et les connexions au cœur de notre approche. C'est cette même conviction qui guide Conversation. Donner la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage médiatique. Annonceurs, agences, régies, directeurs, planeurs, spécialistes, experts, pour partager leurs histoires, leurs expériences uniques et les enseignements qu'ils en tirent. À travers ces échanges, nous souhaitons mettre en lumière la richesse des trajectoires personnelles et professionnelles en capturant des anecdotes marquantes et des expériences humaines authentiques. Car se connecter aux autres, oser explorer de nouvelles perspectives et grandir ensemble, c'est aussi ce qui anime Space au quotidien. Connect, Dare, Grow. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Pauline Erali, CEO de l'agence Créa R. Je rêvais de la rencontrer depuis longtemps, car en fait j'avais envie de lever le voile sur son parcours, sa carrière et sur la personne qui se cache derrière cette femme pleine d'énergie, qui gère avec une main de fer une agence locale reconnue pour sa créativité et son professionnalisme. Pauline est une femme de terrain, compétitive et déterminée, mais qui sait aussi lâcher prise lorsque c'est nécessaire. Elle a la capacité de se remettre en question et d'interroger l'environnement dans lequel elle évolue afin de toujours offrir le meilleur. Elle nous parle de son parcours atypique, de ses passions pour le sport collectif, de son arrivée dans le monde des agences créa et des engagements forts pour faire évoluer les mentalités. Notamment en ce qui concerne la place des femmes dans des environnements encore dominés par le patriarcat. Alors dans cet épisode, nous explorons sa vision du leadership, son parcours hors des sentiers battus et son combat pour l'égalité. Pauline est une femme de conviction, prête à faire avancer les choses et dans Conversation, nous aimons mettre en lumière ceux et celles qui, comme elle, repoussent les limites et remettent en question les normes. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Conversation. Je suis ravie d'être là en tout cas. Pauline, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es. Alors, tu peux effectivement te définir en tant que ton titre professionnel, mais aussi te définir par la personne que tu es. Au sens là, tu peux parler de ta famille. Vas-y, j'y vais. Donc, je m'appelle Pauline Erali, j'ai 35 ans, bientôt. Et alors, je suis namuroise d'origine. Et je suis arrivée à Bruxelles plus ou moins il y a 15 ans. Pour mes études, un petit peu comme beaucoup de gens, chercher un petit peu l'endroit où faire son avenir. Alors, que dire d'autre ? Je suis très passionnée, je suis très sportive, je fais beaucoup de sport, je peux le dire, je pense. Quand je m'entraîne 8 fois semaine, c'est beaucoup. 8 fois semaine ? Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, ça fait une grande partie de ma vie, donc on en parlera, je pense, juste après. Voilà, je suis propriétaire d'un appartement à Bruxelles. J'ai un chat. Qui s'appelle Ginny, qui est un petit cœur. Et voilà, et je suis passionnée par le job que je fais vraiment au quotidien. Et tu fais quel job exactement ? Alors, le job que je fais, donc je suis CEO de l'agence R, Bruxelles, depuis maintenant 2 ans. Mais ça fait maintenant, ça fait 10 ans, c'est ma 10e année. C'est mon année anniversaire. Félicitations ! Que je suis arrivée chez R, que j'ai été dropée dans ce monde merveilleux de la communication de l'agence. Et donc, mon job au quotidien, c'est mon client. Je dis souvent, mon client, c'est l'agence. Ok. C'est-à-dire que souvent, vu que j'ai commencé à Kant, j'avais mes clients au quotidien, mais maintenant, mon client, c'est devenu l'agence. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de faire en sorte que cette agence, elle avance, que ce soit un bateau qui avance, qui fait sa route, qui soit stable, qui permette un boulot à tout le monde et qui permette aussi que tout le monde soit heureux au quotidien et puisse faire tirer le meilleur de ses journées et de son travail au quotidien. Okay. Donc, c'est un peu du people management, c'est un peu du business management, c'est un peu du expectation management et voilà, de croiser un petit peu tous les chemins de tout le monde pour mener au mieux, tel un bon capitaine, le bateau sur lequel on se trouve tous. Tu dis déjà quelque chose de très intéressant, tu dis capitaine, parce que du coup, je pense qu'on va commencer par ça. C'est vraiment de parler de ta passion, de ce qui te drive, parce que tu m'as même dit off record que en fait, tu gères R comme une équipe, comme une équipe de sport. J'ai pas envie de dire une équipe de foot. Non, le foot, c'est pas trop. C'est peut-être le seul sport que j'ai pas fait, figure-toi. Donc, mais en tout cas, comme une équipe de sport, je pense que c'est un concept que j'ai toujours, qui m'est fort parce que je suis née là-dedans. Donc, j'ai des parents, j'ai une famille au complet.
très sportive. Donc, nous, les vacances d'été, c'était pas au Club Med, mais c'était à la montagne, 7 jours sur 7 randonnées. Donc, ça nous a mis dans le bain, je veux dire, assez tôt. Toute ma famille, mes 2 parents sont profs d'éducation physique. Mon frère est prof d'éducation physique, mes cousines, mes cousins, mes tontons. Ah oui, vraiment tout le monde. Oui, tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est assez vivant dans la famille. Donc, j'ai été élevée dans cette culture sportive du dépassement de soi. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie et ça m'a toujours un petit peu forgée, je pense, dans mon caractère. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup de sports d'équipe, du basket au volleyball. En passant plus récemment, pendant plus de 10 ans, j'ai fait de la crosse canadienne. C'est quoi la crosse canadienne ? C'est un sport génial. Pour le coup, franchement, je demande à tout le monde d'aller voir ce que ça donne sur YouTube. C'est un sport, c'est un peu un hockey, mais dans les airs. Donc, c'est-à-dire que tu as un petit stick avec un petit panier au bout et tu te passes la balle dans les airs. Oui, je vois. Le classique de American Pie et toute la bande. Et là, on voit quelle est la tranche d'âge des gens qui comprennent la référence. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, j'ai fait 10 ans de ça. J'ai construit mon club, d'ailleurs, à Bruxelles. Ouais, exactement. Et donc, ça a toujours été un gros drive pour moi, ce côté team building, ce côté individualité mis aussi au service du groupe. Et je trouve qu'il y a plein de points hyper intéressants dans une dynamique de sport qu'on peut vraiment mettre en lumière dans une dynamique d'entreprise. Tu peux donner un exemple ? Un exemple, je pense que justement le point de la force de chacun fait la force de tous, c'est hyper important. Donc souvent, j'avais même l'impression, parce que c'est souvent aussi, j'ai été moi-même à la place des employés, maintenant je suis dans le côté inverse finalement du miroir. Donc c'est intéressant aussi de se poser ces questions-là. Et donc souvent, j'avais l'impression, même moi, que mes forces étaient un petit peu diluées dans la masse, qu'on était un peu plus dans nos spectres. Comme un numéro, du coup ? Comme un numéro, oui. Dans les cas les plus extrêmes, je pense, de quelques collègues du marché que j'ai entendus. On a quand même la chance d'être dans une agence très humaine depuis toujours, donc chère en tout cas, donc c'était moins le cas. Mais c'est sûr que ça se dilue un petit peu. Et je pense qu'une des premières choses notamment qu'on a fait, c'est essayer d'aligner un petit peu une feuille de route claire pour chacun et de se dire, OK, c'est qui est la personne que j'ai en face de moi, au-delà de ses capacités professionnelles, qui est la personne que j'ai en face de moi. On a fait des MBTI pour chacun. Ah oui, tu as fait ça. C'est super. Ce truc, c'est vraiment super. Au début, ils étaient un peu sceptiques. Puis en fait, maintenant, ils se parlent entre eux en lettres. C'est-à-dire, mais tu dis ça parce que t'es T, non ? Ah, tu dis ça parce que t'es F. Et ça a hyper fort drivé, en tout cas, la personne. Toi, donc, en tant que manager, qu'est-ce que ça t'a apporté de connaître Savoir comment leur parler. Ah oui, c'est ça. Savoir comment leur parler, savoir ce qui va leur plaire, ce qui va pas leur plaire. Parce que ça fait partie c'est pas que fournir une tâche, au final, notre quotidien. Non, bien sûr. C'est aussi, mettre un peu du nôtre. Et on dit souvent, les créatifs, ils mettent vraiment du sien quand ils créent, ils mettent un bout de leur vie, mais tout le monde en fait. Les accounts, autant que les créatifs, mettent une partie d'eux dans chaque projet qu'ils gèrent. Et donc c'est important qu'au-delà des capacités professionnelles, on soit au courant aussi des préférences, des envies, des manières dont on peut traiter les gens. Et c'est du people management, et ça rentre par là. Et je pense qu'au-delà de le savoir, c'est aussi qu'eux le sachent. Comme dans une équipe de sport. Vraiment se dire, toi, tu es très bonne défenseuse, ok, super. Ton job, ça va être ça. Et tu vas être super là-dedans. Et ça va créer une dynamique positive aussi de... je me sens bien dans mon job, je sens que je fais avancer les choses, et je sens que ce qui fait ma force fait aussi la force de l'agence. C'est ça. Et ça, là, quand tu entres là-dedans, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que je les lance et ils se mettent tout seuls dans la voie. Donc tous ces mécanismes-là sont bons. Alors, je ne dis pas que je crie tous les jours dans les couloirs en disant « Let's go, on y va !» Mais j'ai cette attitude aussi assez driver et assez capitaine, un peu comme dans une équipe aussi. On fait des checks tous les lundis matins, un peu comme un briefing d'équipe, speech du coach, qu'est-ce qu'il y a cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait de bien la semaine dernière, etc. C'est toutes des petites choses qui, au quotidien, je pense, font une bonne dynamique de groupe, mais où chacun trouve sa place. Et ça, je pense, c'est hyper intéressant. Et tu es donc extrêmement déterminée, mais tu disais une leaduse, mais donc tu as toujours été très ambitieuse. Comment est-ce qu'on définit Pauline ? Ça a l'air d'être complexe parce que j'ai l'impression qu'il y a tout et son contraire finalement. Ah oui, mais comme dans toute femme, je pense, il y a un petit peu pas cette dissonance, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas cette contrepartie entre je suis une personnalité très forte, j'aime
J'aime le défi, j'aime le challenge, je pousse toujours un petit peu plus. Je suis vierge en plus, donc voilà, il y a quelques caractéristiques, pour ceux qui y croient en tout cas, qui sont assez déterminées là-dedans. Et en même temps, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rassurance. Je suis quelqu'un qui souffre quelquefois un petit peu du syndrome de l'imposteur. Ouais. Surtout dans ma carrière qui a été assez vite. Je pense que voilà, hein, en 10 ans, tout ce qui s'est passé, c'est beaucoup. Donc, il y a des étapes sur lesquelles on se pose quand même des questions, tout en essayant de pushant et en allant voir la suite. Donc ouais, Pauline, c'est une personne assez sûre d'elle, mais qui a besoin d'un petit peu de soutien autour de soi. Et je crois que c'est aussi important en qualité de CEO. J'ai beaucoup entendu ce truc qui m'a glacé le sang la première fois. C'est It's lonely at the top. Ah ouais. Et je me dis, bah ouais, mais en fait, peut-être pas, tu vois. Peut-être que en fait, j'ai pas envie d'être at the top. Peut-être que j'ai envie d'être avec les autres. Et il y a moyen, en fait. Il y a moyen de créer ça au quotidien. J'allais te poser la question justement parce que qui rassure un CEO finalement? Ouais. Alors, ou comment tu te rassures? Est-ce que c'est justement cette détermination dans le sport aussi? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça joue justement? Ouais. Je pense qu'il y a deux choses qui jouent vraiment. Un, c'est moi, j'ai trouvé le canalisateur, on va dire, ce qui me canalise en tout cas dans ma force, c'est le sport. Parce que ça me permet de me dépasser et donc un peu de sentir la douleur. Ouais. Et du coup, ça me ramène toujours un petit peu droit dans mes bottes, quoi, concrètement. Donc ça m'aide vraiment à me canaliser, à me centrer sur les choses importantes. Et à côté de ça, c'est être entouré des bonnes personnes. Moi, j'ai une chance inouïe d'avoir eu cette opportunité et de l'avoir eue dans un contexte où je suis entourée de personnes qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse, comme Eric Hollander, qui est le fondateur de l'agence et qui est toujours là parce que c'est son bébé et qui nous aiguille au quotidien. Donc, pour le coup, moi, j'ai un Eric qui m'aide beaucoup au quotidien. Et puis quand même un partenaire dans mon quotidien qui est Arnaud Bailly, qui est mon directeur créatif, avec qui on a été propulsés ensemble dans cette expérience. Donc, le duo fonctionne plutôt bien et on se rassure un peu au quotidien. Mais c'est sûr qu'il y a des jours où tu es confronté au fait que tu dois prendre une décision. Tu as beau tourner autour de toi, c'est toi qui dois la prendre, la décision. Oui. Donc, c'est un métier confrontant. Qui demande quand même beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réassurance personnelle aussi, d'arriver à quand même trouver de la confiance là-dedans. Et c'est un métier qui demande quand même beaucoup de force et de détermination. Mais c'est aussi OK de craquer, quoi. Ouais. Ça t'arrive de craquer? Bah, évidemment. Alors déjà, j'ai instauré un truc, c'est très simple, c'est que, et maintenant toutes les filles le font au bureau, c'est que moi j'ai un cycle en fait. J'ai un cycle menstruel comme toutes les femmes, et ça joue sur mon humeur, et ça c'est normal. Donc par exemple, je fais pas de conseil d'administration pendant mes périodes de menstruation. Du coup, tu le déplaces? Je le déplace. Je le dis. Je fais pas ce moment-là parce que je sais qu'en fait, je vais être plus à fleur de peau. Ça va pas aider la discussion. Potentiellement, je vais pleurer. Et c'est normal, c'est de la décharge, mais en fait, c'est pas nécessaire. Et c'est des fois pour des bêtises. Mais oui. Mais donc, de jouer en tout cas sur la communication de ce que c'est être une femme, c'est important. Et c'est important que les mecs l'entendent autour de nous aussi. Mais comment c'est reçu ça? Alors là, je suis mais sur les fesses. La première fois, c'est reçu avec beaucoup de rire. Ah ouais? Mais genre, c'est une blague? Ouais, c'est une blague. Elle va pas vraiment le faire. Elle va pas vraiment... Enfin, quoi? Ouais, non, mais OK, je comprends, ouais, je connais. En fait, non, on connaît pas. Mais c'est à force d'en parler, tout simplement. Donc, au début, c'est des rires. Puis après, c'est de la conscience, c'est de la prise de conscience. Je suis très heureuse de pouvoir dire que maintenant, j'ai des collègues qui, des fois, me disent « Est-ce que tu es sûre que c'est le bon moment pour le faire? Est-ce que ça ira, tu vois ?» Ah non, en fait, je serais peut-être pas en bon état pour le faire. On va mettre ça à un autre moment. Ça joue dans la manière dont on gère le quotidien, quoi. Donc, que tu disais, j'ai mis quelque chose en place. Ouais. Du coup, est-ce que tu as mis juste ça en place ou tu as mis aussi du coup des choses en place pour les femmes dans ton entreprise? Ou est-ce que tu leur as juste communiqué c'est OK de déplacer des réunions pendant... Alors, je crois que ça se fait toujours à deux niveaux. Ouais. Tu vois, tu as un niveau un peu plus informel, qui est ça, j'aime beaucoup dans ma qualité de capitaine, du coup, de systématiquement leur dire, les filles, maintenant, vous pushez. Ça, vous le dites, ça va pas, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc, je suis très
coach sur ce volet-là. Beaucoup d'empowerment, vraiment. Beaucoup d'empowerment. Puis, comme dans beaucoup d'agences, même si on est à gender equality à l'agence, c'est quand même beaucoup, et ça, c'est un problème sectoriel, mais on en reviendra, je pense, après, parce que c'est un de mes gros combats. Même si c'est gender equal, il y a quand même beaucoup de filles qui sont plutôt accantes et beaucoup de créatifs qui sont plutôt des mecs, ou plutôt des designers qui sont des mecs, etc., ou des stratèges. Donc c'est toujours un peu les mêmes types de métiers, donc il faut un peu empower dans ce sens-là. Mais donc il y a ce côté informel où tous les jours, je les coach pour dire ça va pas, tu le dis. T'es pas d'accord, tu le dis. Ça passe par tout, hein. Ça passe par j'ose pas trop lui dire qu'en fait il aurait peut-être dû faire ça comme ça. Bah non, en fait, tu lui expliques, tu communiques. Donc je crois que c'est pusher de manière informelle, mais quotidiennement, le besoin qu'elles ont de dire ce qu'elles ressentent. On a trop été, en tant que femmes, poussées à juste gober et internaliser ce que tu ressens et ce que tu penses. Et en fait, ça ne fait pas aider les choses. Non. Et le fait que les femmes, que nous, en tout cas dans l'entreprise, parce que je ne vais pas faire des généralités, mais communiquent plus, soient très communicantes, ça, je pense que ça crée aussi, ça favorise une meilleure entente, ça favorise une meilleure efficacité et ça favorise plein de choses au quotidien. Donc l'informel, c'est important. Puis à côté de ça, de manière concrète, c'est difficile de mettre en place, tu vois, voilà, on veut la diversité. Oui. On veut pas, je suis pas quelqu'un qui va commencer à foutre des quotas. Je suis pour la diversité. D'ailleurs, au-delà du gender gap, il y a aussi beaucoup la représentation culturelle. Parce que, voilà, on est censé quand même être un métier qui représente le consommateur. Et c'est important qu'on puisse se projeter dans cette représentation de consommateur. Donc, j'essaye de plus en plus pas de moins parler du gender gap parce qu'il est toujours présent, mais aussi de parler de l'aspect diversité des talents qui est important. Donc sur cet aspect-là, de diversité de manière générale, on commence à mettre en place pas mal de choses, notamment dans le recrutement. Okay. Donc on a mis en place un process de recrutement des stagiaires qui s'appelle le Open Brief Night. Et donc 2 fois par an, on fait une session ouverte à toutes les écoles. Et donc j'ai une liste maintenant que j'ai ouverte de plus de 25 écoles différentes en Belgique, pas que dans la communication, mais aussi plus large, où ces étudiants de première, deuxième, troisième, dernière année peuvent venir rencontrer l'équipe. C'est un peu speed dating, parler de ce qu'ils pensent être intéressant ou pas, et puis du coup recevoir un brief, travailler, être aiguillé un petit peu là-dedans. Donc au-delà du principe de cet open brief, qui en soi est somme toute plutôt classique, c'est l'idée d'aller challenger des écoles et des personnes et des étudiants qui potentiellement n'ont pas pensé aller vers ce type de métier. Parce que c'est important à l'heure actuelle de pusher, on va dire, cette diversification, cette ouverture de notre métier qui est quand même toujours un petit peu niche. Et il y a tellement de choses bien à faire dans ce métier, créatives, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils pourraient avoir une place là-dedans. Donc c'est vraiment essayer d'aller évangéliser. J'aime à moitié ce mot, mais je crois que c'est quand même ça, d'aller un peu évangéliser, d'être un peu l'ambassadeur de ce métier dans un contexte de diversification et dans un contexte de recrutement, parce que ce métier, on a besoin aussi à l'heure actuelle de nouveaux talents frais là-dedans. Donc ça, c'est une des choses qui, je pense, pousse un peu ça. Et je crois qu'après, l'aura qu'on peut créer par rapport à ce genre d'initiative, ça fait venir un petit peu les bonnes personnes aussi qui cherchent de l'humanisme, qui cherchent de la diversification, qui cherchent un petit peu tout ça. Ça écarte potentiellement celles qui ne s'y retrouvent pas et celles qui, du coup, ne sont peut-être pas les bienvenues dans ce contexte très humain, très communicant. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde et c'est normal. Mais j'ai 1 million de questions parce que, déjà, j'ai envie de revenir un peu en arrière. Ouais. Tu disais que ça t'arrive aussi de craquer. Du coup, il y a vraiment une place pour l'émotion au sein de R. Mais j'imagine que toi, à la place où tu es, tu ne discutes pas avec ton manager, en vrai. Donc, tu vois, et tu dois discuter avec... c'est très top niveau. Est-ce que là aussi, il y a de la place pour les émotions? Comment tu fais pour gérer ça? Ou comment est-ce que tu affirmes une idée? Comment est-ce que tu te positionnes sur une certaine question? Comment tu gères ça? Personnellement, tu veux dire? Oui, personnellement et professionnellement aussi. Parce que, tu vois, tu étais remplie de convictions, remplie de combats. Et en fait, tu es en train d'enfoncer toutes les portes. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bien reçu? Alors, est-ce que c'est OK? Moi, j'ai envie de te dire oui.
parce que je suis convaincue que ça, au-delà d'être OK, c'est que ça doit se faire. Et comment t'es convaincue de ça? Parce que ça, c'est mes valeurs, c'est ma personnalité. Et ça a toujours été comme ça pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné où j'accepte rarement qu'on me dise « c'est comme ça ». C'est tout, c'est comme ça. Pourquoi ? Qui a dit que c'était comme ça ? Donc, j'aime bien ce côté un petit peu genre push le statu quo, quoi, concrètement, parce que c'est ça qui nous fait, au final, qui nous empêche d'avancer. Et je suis très curieuse, donc quand je me retrouve face à plein de portes, j'ai qu'une envie, c'est de les ouvrir et de voir ce qu'il y a derrière, quoi. Alors, par contre, quand tu commences ce métier, parce que, encore une fois, j'y étais 10 ans de arrivée carrière, très vite. Ouais, j'y suis arrivée très vite. Donc, petite parenthèse là-dessus, je pense, parce que c'est important. Oui, c'est important. C'est que j'étais à Account Exec, dans un métier que je ne connaissais pas du tout. Je suis traductrice à la base. Je fais des études de traduction, parce que ça me bottait, parce qu'encore une fois, à 18 ans, choisir quoi faire, voilà. Donc, j'ai fait les langues, j'étais traductrice, et je me suis dit, je suis trop sociable et sociale, je suis un animal social, pas possible que je me retrouve enfermée devant mon bouquin. Donc, j'arrive vraiment, par beaucoup de chance et de hasard, dans une agence de pub. Account exec, ok, vas-y, fonce, fais ton truc. Et puis en 10 ans... Ça t'éclatait, ça, quand même ? Ouais, ça m'éclatait quand même. Encore une fois, pour toutes les mêmes raisons. C'est-à-dire que un de mes plus grandes forces, je pense, c'est le people management. J'arrive à facilement, je pense, lire les gens, leur parler, les comprendre, les entendre et essayer de trouver un petit peu le terrain d'entente. L'empathie aussi. L'empathie, ouais, et un peu caméléon aussi, tu vois, dans ce truc de... Ça passe par l'empathie aussi. Ça passe aussi des fois par imposer un peu ce que tu penses être bon et savoir comment le faire. C'est important aussi quand même. Donc c'est beaucoup de people management. Donc dès le départ, ça m'a botté beaucoup parce que ça faisait partie de moi. Même si j'avais personne à gérer moi, en fait, en tant qu'account, t'es un petit peu... Et tu gères des clients, finalement. Ouais, tu gères des clients et tu gères deux clients. Et tu gères l'agence et tu gères ton client. Donc, tu gères 2 fois plus de clients, en fait, concrètement. T'es un petit peu, comme on dit toujours, moi j'aime bien le dire, le chef d'orchestre de tout ça. Donc, tu dois un peu comprendre tout ça. Donc, dès le départ, le people management, il est là. C'est-à-dire que tu dois aller parler aux créatifs, tu dois bien les briefer, tu dois machin, tu dois aller parler à la strat. Bon, bref. Donc, je sentais déjà directement l'attrait de ça. Et puis, je suis montée Mais très, t'avais très déjà des grandes ambitions à ce moment-là ? Pas tellement. Pas tellement. Tu rêvais d'être quoi ? Donc, bon, déjà petite, tu rêvais de quel métier ? Donc là, tu m'avais dit que tu as fait des études de traduction, mais est-ce que c'est de ça que tu rêvais ? Et puis, quand tu es rentrée dans le monde de la pub, c'était quoi alors, je sais que tu n'aimes pas qu'on te pose la question qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans ? Je déteste cette question. Mais de quoi tu rêvais ? Mais de quoi tu rêvais ? De quoi je rêvais ? Non, en vrai, j'avais pas une vocation. C'était pas, je pense que c'était vraiment pas une vocation. Et en même temps, j'en ai des millions, j'ai l'impression, des vocations. On en a tous un petit peu plein de rêves qui traînent. Bon, avec mon éducation et la famille dans laquelle j'ai évolué, l'aspect pédagogie, l'enseignement, c'était la première un peu direction. Donc, je crois que si j'avais pas été CEO, dans une autre vie, j'aurais pu être enseignante, prof de langue ou... Et athlète ? Oh, oui. Je me mets trop de pression athlétique pour être une athlète de haut niveau. Mais non, j'aurais pu être prof. J'aurais pu, comme toute ma famille, au final, terminer peut-être prof d'éducation physique ou ce genre de choses. Parce que là, ça allie vraiment les 2 passions que j'ai, c'est-à-dire gérer les gens et les pousser à se dépasser dans le sport. Ça, c'est l'ultime goal qui représente, je pense, ma personnalité. Mais donc, je crois que je me serais tournée vers l'enseignement. Est-ce que ça aurait été une vocation ? Je ne sais pas. Peut-être il fallait que je prenne ce chemin aussi là pour avoir une double vocation qui est au moins d'avoir cette expertise-là à partager au-delà de juste être, entre guillemets, prof de langue, par exemple. Donc, ce n'était pas une vocation. Je rêvais en tout cas de travailler avec des gens. Oui. Ça, clairement. Et c'est ça qui m'a à un moment donné arrêtée dans mes études de traduction. C'est que j'avais besoin de partager, d'être avec des gens au quotidien. C'est-à-dire travailler en équipe, c'était pour moi, au-delà du travail que j'allais fournir, je pense, c'était plus le contexte qui était un rêve pour moi que la fin per se, quoi. Et besoin de décider, est-ce que ça, c'est quelque chose ? Ouais, le besoin de décider. Je suis un petit chef. Hein. On m'a toujours dit que j'étais un petit chef. Ma mère me dit que je suis un petit chef. Mes potes me disent que je suis un petit chef. Je marche toujours devant quand on est à 4 en groupe. C'est moi qui ai le Google Maps. Enfin, ouais, il y a des traits de caractère qui sont assez forts quand même. Donc je décide. J'aime bien décider, c'est sûr. J'aime bien ça. Mais quand c'est décidé dans ton quotidien, c'est une chose. Mais quand on te dit, OK, ma cocotte, maintenant tu décides pour l'avenir de 20 personnes et la vision d'une boîte sur les 5 prochaines années pour que tout le monde ait un taf,
c'est un autre niveau de Mais responsabilité. ça, on va y revenir, Ouais. du coup, parce que... On tourne. Ouais, non, je t'ai coupé aussi, je suis intervenue. Ouais. Et donc, tu es account exec. Ouais. Et là, le next step. Ouais, et là, le next step. Donc, je suis account exec et puis ça va vite au final. Tout va très, très vite. Je fais 4 ans sur un gros client qui m'apprend beaucoup de choses, qui me prend beaucoup de claques, mais sur lequel j'apprends beaucoup. Et je crois que ça m'a vachement propulsée aussi. Et donc, en 10 ans, je passe d'account exec à account manager, à account director. Et puis, de account director, pouf, on passe à CEO. Et comment ça s'est mis? Enfin, tu vois, pourquoi toi Ouais. et pas quelqu'un qui avait 15, 20 ans de carrière Ouais, je pense que c'est toujours une question d'opportunité et de chance. Et je pense que c'est un mix entre de la chance, je pense, parce que je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance depuis le départ, dans ma vie, je pense. Mais aussi parce que j'ai montré beaucoup de détermination. Et je crois que c'est ça qui a marqué les esprits du management à l'époque. Et je crois que c'est une opportunité. Ça faisait 10 ans que j'étais là. Je suis quelqu'un d'assez fidèle, pour le coup. Donc, je suis restée là 10 ans. Ça s'est bien mis. Et puis, Eric et Steph, Eric le fondateur et Steph qui est l'ancien CEO, étaient là depuis déjà un moment et arrivaient à un moment donné de leur carrière où ils se posaient des questions. Déjà, je trouve très, très fort de leur part aussi de se poser quand même la question de la pérennité de la boîte à leur âge. C'était important, mais tout le monde ne le fait pas. Et qui plus est de se dire, peut-être que la pérennité de la boîte, c'est Pauline, 30 ans. Mais tu l'avais verbalisé, du coup? Non, pas du tout. Ah non. Vraiment pas du tout. Eux sont venus te voir? Ouais. Ah. Ils sont venus nous voir, moi et Arnaud, en nous disant on veut passer à autre chose, on veut passer à l'étape suivante. On n'a plus la force spécialement de le faire en temps plein et on cherche un petit peu les personnes qui vivent les valeurs de l'agence et l'humanisme, l'attrait de la créativité, l'engagement, parce qu'on est tous les deux aussi des personnes très, très engagées. Et je crois que c'est le mix de ces valeurs-là qui a fait, OK, est-ce que ça vous botte, quoi? Et je peux dire qu'à ce moment-là, tu recules dans ta chaise et tu te dis, quoi? Comment ça, CEO Et je crois qu'en même temps, je ne savais pas trop exactement ce que ça voulait dire. Et je crois que je ne le sais toujours pas vraiment. Mais c'est ça. Vraiment, je crois que je ne le sais pas toujours pas vraiment. On dit souvent, tu sais, que c'est un truc qui me marque toujours. On n'utilise que 10% de notre cerveau, donc pas la totalité de notre cerveau. Je pense que là, j'ai vu que 10% du potentiel de ce que être CEO veut dire. Et j'apprends tous les jours de ça. Donc, mais la propulsion de account director à CEO, elle est raide, la pente, quand même. Elle est raide et c'est sûr que dans un premier temps, tu vas un peu dans tes comfort zones, tu continues un petit peu à tirer ce qui te rend confortable. Moi, c'était le people management et je pense que ça a été une des grosses forces aussi qui m'a permis de faire le bon lien entre ces deux positions et en même temps d'être un tremplin pour la suite, quoi. Je me suis raccrochée aux gens. Je me suis vraiment raccrochée aux gens et je crois que ça m'a... C'était de la peur, ça, du coup? Il y a toujours un peu de peur. Mais quand tu rentres sur un terrain, il y a aussi toujours un peu de peur. Mais tu vas, tu prends ton courage à deux mains et tu testes. Et je crois qu'en 10 ans, je me suis aussi... ça m'a beaucoup appris, ce monde de la pub, quand même. Apprend beaucoup à relativiser et à se dire, OK, on essaye, on tente et on voit. Donc, je l'ai vraiment abordé. En fait, je crois que c'est un aspect et positif et négatif. C'est-à-dire que positif parce que vu que j'avais no clue de ce qui allait se passer, en fait, j'ai l'impression que je plongeais dans la petite profondeur, quoi. Et en même temps, difficile parce que du coup, le gap était tellement grand et les choses à mettre en place, c'était vraiment le travail énorme que du coup, je me suis vite dit, il faut quand même que j'ai des petites brassards pendant quelques temps pour avancer. Donc, j'ai fait les choses petit à petit et je les fais toujours petit à petit. Mais tu as été CEO du jour au lendemain? Ouais. Ah mais vraiment du jour au lendemain? Ouais, plus ou moins. Mais du coup, tes brassards, tu pouvais plus les mettre, en vrai. Ouais, non. Mais c'était pas des brassards en plastique, c'était des brassards de toute ma team qui me portaient un petit peu là-dessus. C'est ça. Parce que vraiment, je crois que j'ai été projetée seule CEO du jour au lendemain, mais j'ai eu toute une équipe derrière moi, vraiment. Et je crois que le fait que je venais de cette position d'account director, où je crois que j'étais déjà plutôt respectée, plutôt partie de l'équipe, c'était un petit peu genre... Encore une fois, une anecdote au sport, il y a une nouvelle capitaine qui est élue, mais c'est notre coéquipière. Ah, c'est ça. Et donc, je crois qu'il y avait vraiment eu un point à ce moment-là où tout le monde s'est dit « let's go, quoi, on fait tout ça ensemble ». Et j'ai essayé de nourrir ça aussi pour qu'ils me voient vraiment comme une capitaine, mais faisant partie de l'équipe. Donc il y a encore ce truc-là que j'ai voulu continuer à garder et que je garde maintenant encore, même si on est 22, même si on sera 40. Je veux continuer à avoir une relation hyper proche avec tout le monde.
proche, voilà, au maximum que ça peut se mettre. Mais je veux dire, c'est important d'avoir ce contact aussi avec les gens. Donc quand j'ai été propulsée, vraiment, je te jure, ils nous ont parlé de ça, je crois que c'était en septembre. Et on allait passer chez notaire en décembre. Oui, parce que du coup, et ça a mis 1er janvier, l'implication. c'était dans mon LinkedIn. Quoi. C'est ouf. Ouais, c'était ouf. Parce que même C'était vraiment financièrement, ça te fait... Et surtout que je suis devenue indépendante entre-temps. J'étais employée, je suis passée indépendante. Enfin, ça a été un rush, Ah oui. mais sans nom. Donc, ouais, c'est ça. Au lieu je suis passée CEO, mais je suis passée aussi indépendante en même temps. Une boîte. Ouais. Ouais, t'as dû créer une société, quoi. Ah ouais. Comme ça, tranquille, du jour au lendemain. Donc, mais c'est hyper grisant, quoi. Moi, ça me botte, ce genre de choses aussi. Tu vois, ça répond vachement à ma personnalité. Ça fout les boules, c'est sûr. Ça me fait encore peur à l'heure actuelle. Et t'oses le dire, parce que là, tu le Ouais. dis dans un podcast, tout le monde va l'entendre. Ouais, tout le monde l'entend au quotidien. Et c'est OK? Ouais, c'est tout à fait OK. C'est tout à fait OK. Je crois que je le dis tout le temps à mon management team, mais même à mes personnes au quotidien. Même quand on parle d'augmentation, je leur dis concrètement comment ça se passe dans la boîte. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je fais mon best. C'est comme ça. Il y a des jours où ça se passe moins bien. Ce métier est quand même très haut et bas. Hein. Je veux dire, on fait tous notre max là-dedans, encore plus à l'heure actuelle, dans le contexte économique actuel. Bah, ils sont tous au courant de ça, quoi. Et c'est OK. Moi, il y a des jours où ça va pas et je le dis. Je dis, écoutez, aujourd'hui, ça va pas. Je suis pas de bonne humeur, ça va pas le faire. Voilà. Et soit il me remonte le moral, il m'amène un petit cookie ou ce genre de choses. Mais en fait, voicer. Je crois que c'est un des trucs que j'essaye de pousser le plus à l'agence, c'est voicer. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. On fait des sessions de round the table, vraiment, où on s'assied, on dit vraiment tout ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Telle chose, telle chose. Enfin, T'es persuadée que ça fait avancer le schmilblick? Ouais, certaine. J'en suis convaincue. Parce que c'est pas ce dont on a l'habitude. Non, clairement pas. Clairement pas. Et je crois que... Et c'est ce que tu as toujours vu? Ouais. Enfin, tu vois, comment... Non, ou est-ce que c'est justement le contraire? C'est le contraire. Je crois que c'est le contraire. Je fais partie de cette génération, tu sais, in-between, qui a été élevée professionnellement par des personnes, des boomers, hein, plus âgés, et qui maintenant me retrouvent confrontée à des Gen Z, tu vois. Donc, on est un peu au milieu, mais je crois que j'essaye de... Je ne vais pas dire qu'il y avait que du négatif dans tout ce qu'on a fait, évidemment, hein, mais ouais, il y a des choses sur lesquelles, quand j'ai pris ce rôle, je me suis dit, ça, il faut changer, quoi. Il faut changer le fait j'étais qu'une seule meuf dans ce management quand j'ai commencé. C'est pas normal. Il faut changer le fait que les filles, elles ont envie de dire ce qu'elles pensent. Bah, vas-y, dis-le, tu vois. Il faut changer la communication et la transparence qu'on a entre nous, tu vois. C'est pas parce qu'on mène une entreprise et que oui, il y a des choses qui sont compliquées financièrement au quotidien que, en fait, si l'account exec, elle est au courant, bah, en fait, peut-être qu'elle va se sentir plus investie de cette mission. Et c'est ça qui fait le groupe, quoi. Et c'est ça qui est important. Pas me dire, en fait, le résultat qu'on fait en fin d'année et pourquoi tout le travail que j'ai mené toute l'année a mené à une réussite ou une perte, bah, ça me fait pas avancer personnellement, quoi. Et je crois que la clé, c'est dans ça, c'est faire comprendre à chacun cette place qu'il occupe et le poids qu'il peut avoir dans l'équation, quoi. Donc, donner la parole, c'est le plus important. Je passe beaucoup de mon temps à écouter, quoi. Ouais. Je passe beaucoup de mon temps à écouter. T'as pas l'impression de procrastiner quand tu fais ça? Non, mais c'est sûr que... Parce que t'en es convaincue. J'en suis convaincue et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien amener les solutions, donc j'ai dû beaucoup prendre sur moi pour me taire et écouter, au lieu de directement proposer des choses. Mais non, c'est hyper... Ça nourrit, en fait, d'écouter les gens, et d'écouter leurs vues, et d'écouter ce qu'ils en pensent, etc. Ça fait grandir. Et je suis très heureuse d'entendre des fois une project manager, entre guillemets, qui me dit... ça, j'ai pas trop compris, ou qu'est-ce que je peux faire de mieux là-dedans, je me sens pas bien là-dedans, ou j'ai pas aimé quand t'as dit ça. Ah oui. J'ai envie qu'ils me le disent, ça. Je fais des posts LinkedIn, j'ai envie qu'on me dise si jamais je fais un truc pas bien. Et ils le font, ils me disent, ouais, t'as posté ça, je suis pas sûre que j'aurais fait ça à ta place. Ok, bah t'aurais fait quoi? Ça, ok, super, bah on change. Il y a pas de souci. Tu vois, j'ai pas d'ego par rapport à ça. J'ai vraiment pas d'égo par rapport à ça. Et je crois que c'est aussi quelque chose... Il y a beaucoup d'égo dans ce métier, oui. Clairement. Et ça, c'est un des trucs qu'on travaille beaucoup chez nous. C'est ce truc de nos égos, quoi. Il faut le mettre de côté et il faut pouvoir en parler avec tout le monde. Ok. Attends, je vais te proposer de prendre une petite carte pour souffler 2 secondes. Soufflons. J'ai l'impression que c'est un examen oral. Sur quelle question je vais tomber? Allez, je prends celle du milieu. Été ou hiver? Hiver.
Hiver? Ouais, Pourquoi? hiver. J'aime bien Hiver? Ouais, hiver. J'aime bien l'hiver parce que ça te revigore. Ouais. Ça te garde un peu en Il vie. y a que de la pluie ici. Non, mais encore une fois, tu vois, on va se dire que la meuf, elle aime que souffrir. Mais sur mon vélo en hiver, Ouais. ça me réveille. Ça me keep alive. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien ce truc-là. D'où Le ça côté vient, justement, cette envie de... Tu vois, De parfois avoir souffrir. mais Ça vient d'où, cette d'avoir mal, enfin, j'exagère en disant ça, le mot est trop C'est le dur, sport. mais C'est le sport. qu'est-ce que ça Je pense que c'est te... le sport. Je pense que c'est le sport et c'est mon caractère. Je crois qu'on a tous intérêt, je pense, à aller chercher au fond de nous ce qui fait qu'on est en vie, quoi. Ça passe par la colère, ça passe par la joie, ça passe par la douleur, ça passe par le plaisir, ça passe par plein de choses, mais ça passe aussi par là. Quand je me farcis un bouquin de Mona Chollet qui m'inspire beaucoup, ça me met en colère aussi beaucoup. Mhm. C'est important. Quand je fais une séance de sport et que j'ai mal, c'est important parce que je me rends compte que je suis là et que je suis en vie et qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Donc c'est... C'est très ancré, finalement. Je suis très ancrée, je suis très terrienne. Oui. Je suis très, très terrienne. Et je crois que j'ai beaucoup de gens très aériens autour de moi. Et je crois que c'est aussi ça qui fait une force dans mon métier et dans ma position. C'est de quand même garder un petit peu tout le monde serré, quoi, Ouais, c'est ça. sur terre, quoi. Ça, c'est un truc qui est fort, ouais. Et donc, tu disais ce livre de Mona Chollet qui te met en colère. Ouais. Mais dans ton métier, dans ton day-to-day, donc on a bien compris que tu étais hyper disruptive et Ouais. hyper inspirante et tu es très dans... Pas dans même dans l'innovation du management. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est un Ouais. courant qui est en train de se mettre en place. Mais tu dois aller dépoussiérer un petit peu tout ce qui a été mis en place dans notre industrie. Comment tu appréhendes ça? À quoi es-tu confrontée dans le quotidien? Comment tu le gères? Comment tu le processes? Ah, ça demande beaucoup de self-control aussi. Comment je le processe? Parce qu'à 34 ans, parce que déjà, Ouais. à 34 ans, quand on est CEO, Ouais. tu es confronté donc, à prendre des décisions, mais parfois, du coup, dans ton management team, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui sont plus âgés que toi, qui ont plus d'années d'expérience, ou dans des meetings extérieurs où tu dois faire des deals avec avec des messieurs qui sont un D'une peu... autre génération. Voilà, très bien. Mhm. Les boomers. Mhm. Comment... Comment on l'appréhende? Ouais. Mais je pense que alors oui, nous on est une équipe quand même plutôt jeune, donc Ok. autour de moi en tout cas j'ai pas mal de gens qui sont dans la même vibe, donc ça aide aussi. Je suis supportée par ça encore une fois. Oui, j'ai un conseil d'administration qui est aussi un peu plus âgé, et j'ai été confrontée pendant mes 10 ans d'expérience à beaucoup de personnes aussi, au-delà de l'âge aussi, juste de convictions différentes. Et en fait ça demande beaucoup de bataille, quoi. Ça demande beaucoup de bataille. Et il n'y a pas une manière de faire. Et comme tu le dis, je crois qu'on n'est qu'au début vraiment de ça. Et c'est pour ça que c'est encore un peu plus, je crois, organique. Ce qui se passe beaucoup pour le moment, c'est du test and learn. Clairement, il y a des portes que tu ouvres et que tu n'as pas envie d'ouvrir et que tu te dis, OK, celle-là, je ne vais pas l'ouvrir pour le moment. Il y a des batailles que tu laisses tomber aussi? Je crois que c'est inévitable. Mais oui. Et je crois qu'il y a aussi une question de faire des choix à un moment donné et de ne pas pouvoir se concentrer sur tout, parce que c'est pas possible déjà et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que voilà. Mais ouais, donc déjà ça a été compliqué pour moi, notamment de faire le tri dans les combats et de se dire, OK, c'est quoi la première chose qui est le plus importante à pousser. Mais après, je me rends compte aussi que tout simplement, il y a beaucoup de non-dits. Et qu'en fait, tout simplement, le fait d'expliquer ce que tu as envie de faire, par quoi ça passe. Je parle de ça, par exemple, concrètement dans mon conseil d'administration. Quand ils ont X années d'expérience et qu'ils ont une vue sur comment ça fonctionne et qu'ils sont des fois persuadés que la manière dont ils pensent que les choses vont se faire, ça va se faire comme ça parce que ça fait 30 ans que ça fait comme ça, et que toi, tu sens au fond de toi que ça va pas être le cas parce que tu le vis au quotidien, là, l'objectif, c'est d'en parler, c'est de l'expliquer, c'est d'expliquer ce que tu penses qui va se passer. Et puis, c'est de T'arrives l'entente. toujours à argumenter? Pas toujours. Franchement, il y a plein de fois où c'est très, tu vois. Mais est-ce que tu vois, c'est des choses tangibles, Mais ou il c'est faut- plutôt mais des le sensations travail, tu je vois? pense que c'est des sensations. Oui. Et c'est un truc sur lequel je dois beaucoup bosser, personnellement, vraiment, Tu ne honnêtement. veux pas dire juste je pense que. Exactement. Tu peux pas dire je pense que. Tu dois vendre ton truc. Oui. Donc, tu dois prendre le temps de faire le travail nécessaire pour
rendre tangible et concret ce que tu amènes sur la table, qui est juste un feeling à la base. C'est ça. Et c'est ça qui est le plus dur dans mon métier actuellement. C'est de te dire, OK, j'ai cette sensation, mais c'est quoi le plan que je peux mettre en place pour y arriver? Okay. Je suis persuadée que ce métier a besoin d'un petit peu de diversification. OK, qu'est-ce qu'on met en place? Puis quand je suis arrivée avec le plan de dire je vais aller toquer à la porte de toutes les écoles, je vais, moi, aller faire des sessions de rencontres avec les élèves, c'était ça le plan. À un moment donné, ça devient concret et donc tu le mets en place. La diversité, à la limite... Ça, c'est encore quelque chose de... C'est pas quelque chose, c'est pas une sensation. Mais tu vois, par exemple, comment est-ce que tu mets en place que dans le board, il faut qu'il y ait, ou dans le conseil d'administration, il faut qu'il y ait un gender equality. Comment tu justifies ça? Ou comment tu le mets en place? Tu le mets en place, c'est compliqué. C'est compliqué, ça c'est sûr. Nous, ça s'est fait un peu de manière naturelle, je pense, et c'est eux, au final, qui l'ont mis en place en me mettant moi aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils ont vachement instauré ça aussi. Et encore une fois, j'ai un bon exemple parce que je suis dans une agence qui est hyper humaine et depuis toujours, et avant que moi, j'y arrive. Donc, ça porte des valeurs que j'ai déjà. Donc, j'ai de la chance pour ça et ça fait sens. Mais après, c'est proof by example, quoi. C'est proof by example. C'est amène des profils. Peut-être qu'il y a aussi un peu de... Voilà, on essaye de pousser telle ou telle chose, tel ou tel profil en avant pour que ça se mette en place. Mais c'est beaucoup de proof by example, c'est beaucoup de besoin de se reposer sur pourquoi on fait les choses, de se poser les questions continuellement, toujours se reposer les questions, et de faire l'exercice de présenter à quelqu'un qui n'est pas convaincu. Ça, c'est un vrai exercice. Au quotidien, d'ailleurs, c'est un truc que j'amène toujours dans l'agence aussi, c'est explique-le à quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec toi et tu vas devoir trouver les bons mots, trouver l'argumentation. C'est difficile et c'est ça qui fait la différence Tout aussi. à fait. Et qui fait notre métier, d'ailleurs. Oui. Donc, trouver le bon message, trouver la bonne manière de le faire, c'est ça qui fait la force de notre métier. Donc, ça passe par le prove by example, je pense. Et est-ce que tu as des exemples de grandes réussites que tu as eues et à l'inverse, des échecs aussi? Est-ce que tu as un exemple en particulier marquant que tu pourrais partager, qui pourrait inspirer? Écoute, c'est des petites choses. Enfin non, en fait, c'est des bonnes choses. Je suis déjà très contente d'avoir pu mettre en place, par exemple, un budget mobilité. Okay. J'avais une voiture aussi à une époque de fonction. Une voiture de fonction, en effet. Et je l'ai rendue quand je suis passée justement indépendante en me disant « Ok, je vais continuer mon engagement, je vais prendre un vélo ». Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y a d'autres gens qui voulaient le faire. Et c'était compliqué parce qu'en même temps, tu sais, c'est quand même plus avantageux, nanana. Enfin bref. Donc le pusher, le principe de dire, et chez mon management, de dire, on met en place un budget mobilité, donc faut changer la flotte. Et convaincre mes chers collaborateurs que c'est aussi une bonne chose de lâcher leur bagnole, de penser à une autre manière de venir tous les jours. Donc c'est pas évident. Bold. C'est bold de faire ça, ouais. Quand t'as ta voiture depuis X années, c'est pas évident. Et je suis très heureuse de dire que... Mais tu peux garder ta caisse avec un... Tu pourrais, mais c'est pas l'objectif. Tu peux, mais c'est pas l'objectif premier. Je crois que l'objectif premier, c'est la transmodalité. C'est de se dire, OK, je ne prends pas de voiture, mais j'utilise tous les autres moyens de transport qu'il y a. Donc bref, j'en ai convaincu déjà 4 qui sont en vélo maintenant. Ah oui. Donc très contente. Donc ça, c'est une belle réussite, je pense, pour ça. Et je pense aussi, c'est que le début, mais ce Air Open Brief Night, je trouve c'est une belle réussite. Comment ça va être, et c'est déjà un petit peu une belle réussite, de changer un petit peu la manière aussi dont on recrute des stagiaires, où on va les chercher, donc d'ouvrir un petit peu ça. Je crois que c'est intéressant. J'ai des contacts avec Actiris, avec Bruxelles Formation, notamment dans tout ça, ça me botte beaucoup, de revoir un petit peu les formations qui existent sur le terrain, qui vont amener vers ces métiers-là, pour des gens, parce qu'il y en a beaucoup, des jeunes qui sont en recherche de vocation, et ça passe par là aussi. Donc ce pilier un petit peu, recrutement, investir dans les futurs, le futur des agences, pour moi ça c'est hyper intéressant, et une réussite personnelle, je pense aussi, et encore c'est que le début, c'est que j'ai rejoint le board de l'ACC récemment. Je suppose,
Tu vois, ça, c'est mon syndrome de l'imposteur. Ben oui, je vois que tout d'un coup, suppose parce que je fais du bon boulot. Et donc, du coup, on m'a conviée à participer à l'ACC. J'ai mon premier board ce week-end, justement, avec eux. Et ça me rend très fière aussi de me dire que peut-être que l'image que je remets, que je renvoie de l'agence et de ce qu'on met en place, c'est quelque chose qui est intéressant pour le secteur et qu'on peut mettre en place dans le secteur. Donc, j'ai une hâte énorme de commencer à réfléchir, à se dire, OK, ça marche pour R, mais comment ça peut marcher pour les autres, quoi. Ça te rassure finalement, c'est pas un baby step, mais ces steps où tu te dis, finalement, mes convictions sont les bonnes parce que je suis conviée, par exemple. Ouais. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il fallait le temps que le retour sur ces étapes se fasse, tu vois, parce que c'était compliqué d'aller pousser les portes qu'il fallait bouger. C'était non sans peine. Maintenant, je me dis, au moins, il y a une reconnaissance du fait que ça veut dire quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une prise de conscience. Et ça, c'est là que ça commence au final, c'est dans la prise de conscience. Après, changer les avis, c'est ce qu'on adore faire dans notre métier, hein. Enfin, en tout cas, influencer le comportement et essayer d'instaurer un petit peu des nouveaux narratifs, des nouveaux imaginaires, des nouvelles manières de voir le monde. Ça en fait partie. Et pour moi, c'est hyper important aussi pour l'efficacité de notre métier à terme. Tu vois, c'est-à-dire qu'on dit que c'est bien pour la diversité, que c'est bien pour l'égalité des chances, etc. Mais c'est aussi bien pour notre secteur à terme, parce que sinon, on n'aura pas... Mais on est en train de prendre la relève aussi. Enfin, je veux dire... Complètement. Mais c'est vrai il y a toute une partie qui part à la retraite. Tous ceux qui ont toujours décidé vont bientôt partir à la retraite. Et je t'avoue que quand je suis passée CEO à 35 ans en femme, 35 ans CEO... Avec un piercing dans le nez et des tatouages. Exactement. Et que je regarde autour de moi, je me dis, j'ai eu 0 représentation de ça. Mais oui. 0. Donc j'ai pas de guide de ce que ça veut dire ou ce que c'est. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que je me disais, j'étais dans ma tête partie où je me disais, punaise, t'es au tout début de ta carrière. Disons, c'est que dalle. Tu dois encore travailler 30 ans, meuf. Donc, Ouais. On verra ce qu'on en fait. Je veux dire, t'es encore au tout début de ta carrière. Et t'as pas... ici, tu parlais de ton partenaire, mais t'as pas vraiment un manager qui va te rassurer. On en parlait au début de l'épisode, mais t'es un peu toute seule, solo, à devoir te rassurer par des choses qui sont mises en place et de croiser les doigts, que ça fonctionne sur des choses que tu sens dans ton ventre, qui ne sont pas forcément tangibles. Mais tu vois, c'est pas des chiffres. Ah non, du tout. Et pourtant, on t'en demande à la fin des chiffres. Tu vois ce que j'arrive à les... Et non, mais là, dans ce que je découvre... Je comprends que c'est jamais seul. Tu peux pas faire les choses seul. C'est pas possible, en fait. Non. Donc, la meilleure manière, c'est de s'entourer. Là, ça veut dire trouver des bonnes personnes qui vivent la même chose à côté de toi. Je viens de rejoindre le réseau Entreprendre bruxellois, qui est une super initiative aussi, où, tu rencontres d'autres personnes qui sont dans des tu peux échanger, similaires, transmettre. Tu transmets. Et j'ai participé à Roller Coaster il y a quelques mois. Pareil, des tables rondes d'échange entre des femmes entrepreneuses. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que même de personnes qui lancent une petite entreprise ou de personnes qui ont une plus grosse entreprise, tu peux apprendre énormément de choses. Et la discussion fait tout, clairement. Et j'apprends beaucoup comme ça et je me nourris de tout ce qu'il y a autour de moi. Et j'ai des petites notes, j'ai plein de choses que je note au fur et à mesure. Donc, mais c'est du gut feeling. À un moment donné, c'est du gut feeling. Mais il y a aussi... Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que les soft skills sont hyper importants et doivent être valorisés. Pour moi, c'est clé. Dans le monde professionnel. Pour moi, s'il y a une qualité, je pense, dans notre secteur que je recherche en premier et chez des personnes que je recrute, mais aussi chez des clients, parce que c'est hyper important aussi, parce qu'on travaille entre humains, c'est l'humanité, c'est l'empathie, c'est l'ouverture d'esprit, c'est tout ça. Donc, on se le dit tous les jours, s'il n'y a pas un fit humain avec une personne avec qui on travaille, que ce soit même s'il est extrêmement bon et qu'il gère Excel comme personne et qu'il a un sens du business hyper aigu. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, et je le sais parce que je l'ai vécu. Clairement, tu as toujours des marques sur lesquelles tu te dis on va faire des trucs de dingue. Et en fait, tu as une personne en face qui ne fit pas tes valeurs et ça ne fonctionne pas. Et à la base, on fait un job humain. On fait un job de, comme je disais, de people management, de on a contact. un peu de moins en moins le temps quand même de faire vraiment l'humain et on est plus... justement,
c'est justement ça qui est important, je pense. Il faut le garder, ça. Il faut le garder au quotidien à l'agence. Moi, ils sont tous là tous les jours à l'agence. Parce qu'on prend rare. Enfin, c'est rare. On est tous derrière nos mails. Ton Ouais. téléphone, tu le vois sonner et tu te dis, oh non, punaise, j'ai Il pas faut le temps. favoriser ça. Il faut continuer à le faire. Et l'humain, en tout cas, c'est la qualité principale que je regarde. D'ailleurs, dans le processus de recrutement chez nous, il n'y a pas que moi qui vois les personnes. Ils font un tour de table avec 4, 5, 6 personnes de l'agence, tous les niveaux confondus, parce que j'ai besoin qu'il y ait ce match humain au quotidien. Pareil, quand on a un newbies, on a une première rencontre, puis après on s'assied avec toute l'agence et je dis voilà, on a rencontré tel newbies, c'est tel job, tel truc. Vous pensez que c'est un bon point pour l'agence de faire ça ou pas ? Oui, non, on échange là-dessus. Et c'est déjà arrivé qu'on se dise moi je voulais y aller parce que c'était intéressant en termes d'opportunités de business. Et puis en fait, je me rends compte que toute l'équipe autour de moi me dit je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, je le sens pas, ça n'ira pas, ou peut-être que tu vois, je le connais via, enfin ça n'ira pas. Ok, bah alors on n'y va pas. Ah ouais. Avant même, donc tu montes pas Ouais. sur le pitch en vrai. Et ça, je peux dire que c'est une discussion c'est difficile dur. à avoir en conseil d'administration. Mais j'allais dire, oui, comment Quand tu t'arrives en conseil justifies d'administration. Ah, oui, c'est dur. Tu essayes d'amener des arguments, mais ils sont aussi conscients que ça fonctionne. Parce que pour le moment, l'agence fonctionne et très bien même. Donc, c'est qu'il y a un truc qui marche. C'est qu'on est sur une bonne voie. C'est pas encore concret j'ai pas encore pu encapsuler concrètement le produit et ce qui fait que ça marche, mais je suis convaincue, pour moi, c'est l'humain qui fait la première génération de ça. On a Léa qui arrive dans nos... Il est là. Et il est là, c'est sûr, mais bon, qui nous course. Ok, c'est super, mais ça vient d'un bon prompt. Faut bien prompter, et donc il faut une personne derrière pour bien prompter ça. Et ça part par là. Et pareil, encore une fois, si c'est que des mêmes typologies de personnes qui promptent, on n'aura qu'une seule typologie de réponse, et ça sera pas intéressant. Donc il faut générer aussi une diversité humaine nécessaire là-dedans. Et les hard skills, tu vois, comment est-ce que toi tu développes tes hard skills au quotidien? Est-ce que tu te formes énormément? Est-ce que il faut quand même. Tout ne m'intéresse pas, Ouais. c'est normal en même temps, mais je suis un peu censée être le couteau suisse, en tout cas tout ça. Et je fonctionne beaucoup pour comprendre comment une voiture roule et pouvoir après la donner à quelqu'un pour qu'il roule avec. J'ai besoin de mettre mes mains dans le moteur, quoi. Donc, j'ai besoin de comprendre tous les éléments. Donc, j'ai fait autant de formations IT. Et je peux pas dire que ça a été très concluant, mais en tout cas, ça a eu lieu, on va dire. Il y a des formations AI qui se mettent en place et on organise des lunch and learn tous les mois et des fresques, des ateliers de travail ensemble pour qu'on puisse aussi, au-delà de moi personnellement, dans mes hard skills, qu'on puisse tous apprendre sur des choses spécifiques. Mais ce que je voulais dire, c'était... Enfin, j'ai mal formulé ma question. Comment est-ce que quand quelqu'un de profondément humain, qui est drivé par des instincts, par des sensations, devient une businesswoman? Parce que finalement, c'est ce que tu dois être aussi. Comment est-ce qu'on est une businesswoman? Parce qu'on a quand même l'image, tu disais, bon, moi, t'as pas eu ces représentations-là, mais moi non plus. Mais comment est-ce que du coup, on devient aussi... Est-ce que tu as une autre casquette? Est-ce que tu vois, tu deviens un peu schizo et tu changes de... changes de personnalité? Ouais, j'en ai un peu mille des casquettes, mais non, justement, non. Je pense que c'est... j'allais dire, je le crée au quotidien. Et je sais pas ce que c'est. Et c'est pour ça que c'est aussi des fois compliqué de se dire il y a quoi dans 5 ans. Je pense qu'on verra, tu vois. Je le crée aussi beaucoup au quotidien et je mets beaucoup de ma personne dedans. C'est-à-dire que, et je pense que c'est important que chacun mette sa personne dans sa fonction et que ça pas juste une fonction. Au-delà d'être CEO d'une agence, je suis Pauline Arali et j'ai mes forces et mes faiblesses. Oui. Et donc, tu admets qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire, mais bien sûr. En tant que CEO? Bien sûr, et tous les jours. Tous les jours, j'admets des choses que je ne sais pas faire et que des fois d'autres personnes font mieux que moi et c'est eux qui les feront et où ils m'aideront à le comprendre. C'est ça. Donc, il y a des trajets de formation interne où d'autres personnes de l'agence pourraient me former moi. C'est ça. Et ça c'est aussi très nourrissant. À fond. Ouais. Est-ce que tu penses... je n'explique pas tellement le contexte de cette question, mais fonce. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu trouves que notre génération et les Gen Z sont assez curieux de l'industrie des médias, de ce qui se passe, de tout ce qui se trame? Les Gen Z sont curieux, ça c'est sûr. Peut-être pas de notre industrie.
Ça, je pense en effet, parce qu'il y a une grosse dissonance. Et je l'entends tous les jours, justement, maintenant, en étant de plus en plus en contact avec les écoles et d'entendre leur manière très abrupte, des fois, de dire les choses. Oui. Et en même temps, c'est tout à leur honneur, parce que comment ils disent les choses. Je comprends qu'il y a une grosse dissonance entre des valeurs qui se forgent vraiment dans leur génération et dans l'actualité, éthiquement parlant, durabilité, égalité des chances, équité, etc., diversité. C'est des choses qui sont très fortes quand même à leurs yeux, pour beaucoup. Et je pense qu'il y a une image dans leur tête de ce métier, la pub, un métier mauvais, et amène des mauvaises choses sur la table, pousse des messages à la consommation, etc. Donc il y a vraiment une dissonance entre si je veux faire quelque chose qui a du sens, parce que je dois pas faire ça. Je dois pas faire ça. Si je veux avoir un impact, je dois pas faire ça. Et donc, il y a vraiment cette rupture qui se passe. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'aller évangéliser dans les écoles, de redire, nous chez R, mais dans plus en plus d'agences aussi, il y en a d'autres acteurs qui essayent de pousser ça. Il y a moyen d'utiliser notre expertise, nos connaissances et nos valeurs personnelles et professionnelles pour mettre en avant des choses qui ont un impact, des choses qui font changer les comportements des gens. Et ça, j'en suis convaincue. Et je le vois quand j'en parle. Et je crois que j'ai des fois, quand je parle de ça, j'ai quand même une certaine passion qui passe dans la parole. Et je vois qu'en fait, ça clique. Et il y en a beaucoup qui me disent « Je ne savais pas du tout ». Je savais pas du tout qu'en fait, je pouvais peut-être mettre ma pierre à l'édifice avec ça. Ils ont cette vision très Mad Men, à fond, qui dans certaines agences potentiellement est toujours le cas. Après, dans l'industrie, on bosse beaucoup. Évidemment, on bosse beaucoup, mais c'est pas parce qu'on bosse beaucoup qu'on peut pas aussi tirer profit de tout ça. Donc, parler de c'est quoi l'écriture inclusive, l'intégrer au quotidien, mettre en place un chemin de travail avec nos clients pour dire ok, c'est quoi l'écriture inclusive pour vous, dire en gros c'est quoi la durabilité pour vous clients, ça veut dire quoi chez vous, c'est quoi le trajet. Tout c'est des choses qu'au quotidien favorisent aussi des manières de travailler. Et quand ils entendent ça, ils sont plutôt positifs de se dire ça. Ils sont aussi plutôt positifs de se dire, en fait, c'est créatif, c'est ouvert. Et je pense qu'on est encore loin dans ce secteur d'avoir fait le tour de toutes les typologies de métiers qui peuvent nous aider dans notre tâche au quotidien. Tu vois, il y a encore beaucoup de métiers qui vont être créés, je pense, là-dedans. Il y a tout va évoluer. Je crois que tout va évoluer. Mais certainement. Il y a certainement que tout va évoluer. Et tout évolue déjà. Et tout évolue toujours. Ça a toujours évolué. Donc clairement, je pense que c'est important qu'on reste... Que les agences, mais aussi les marketeers, mais je parle des agences parce que j'y suis directement dedans, mais soient conscients de cette évolution permanente qui a besoin. Et le voice aussi. J'entends beaucoup, aussi bien dans les écoles... voicer ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait pas bien, etc., ce qu'on veut changer, mais aussi chez nos clients en tant qu'agence, d'aller leur dire, chers clients, en fait, il y a ça qui se passe, c'est compliqué pour nous, PME, c'est compliqué pour ça, mais on va mettre en place un trajet d'AI avec vous. On va mettre en place un trajet de durabilité. Et leur dire, en fait, ce qui se passe. Il y a un trop gros non-dit. Transparence, oui, c'est ça. Il y a un trop gros non-dit, et je l'entends vraiment beaucoup, et j'en ai un peu marre de ça, quoi. C'est peut-être un peu utopique et peut-être un peu naïf de ma part, de ma jeunesse. Mais j'ai envie de te croire vraiment, mais je me dis, est-ce que c'est possible ? Mais je pense qu'il faut qu'en tout cas, il faut casser les codes. Et tu casses pas les codes en les caressant. Ça marche pas. Donc, faut tenter l'extrême et puis voir ce qui en sort, quoi. Donc aller dire à mes clients, et mes clients maintenant sont habitués à ça et ils cherchent ça, ils aiment ça aussi, qu'on les challenge. Au final, ils payent pas une agence pour qu'ils fassent ce qu'ils ont demandé qu'ils fassent, tu vois. Donc il y a cette vraie oser, et ce vrai besoin du coup pour les agences d'aller reprouver leurs valeurs. Et pour moi, ça va passer par là. Ça va passer par dire les choses. C'est économiquement compliqué, ok, on est votre partenaire au quotidien, voilà ce qu'on peut mettre en place. Moi, je l'explique à mes clients aussi, qu'on fait ce trajet de recrutement et qu'on essaie d'aller chercher d'autres personnes. Ils trouvent ça génial et c'est aussi important qu'ils sachent ce que nous, on met en place. Donc, encore une fois, tout passe par cette communication constante de ce qu'on fait
Et je pense que c'est directement en lien avec l'air du temps où on est tous confrontés continuellement à une quantité de choses continues. Je veux dire, on scrolle à une vitesse pas possible tous les jours. Et donc, c'est important d'être dans cette communication continue. De toute façon, tu pourrais pas faire autrement. Je pense que c'est vraiment là, on a compris tous que c'était dans ton ADN, tu es comme ça. C'est pour ça que c'est difficile des fois de le vocaliser, de c'est quoi l'action concrète qu'on va faire. En fait, c'est juste sortir de sa zone de confort et le tenter. Parce que je crois que ce que mon expérience a pu me prouver, c'est que tu perds rien pour tester. Tu vois, teste et tu verras ce que ça donne. Donc, là, tu nous avais parlé de tes réussites, mais tu nous as pas parlé de quelque chose. Ouais, un échec. Et ça peut aussi être personnel, hein, c'est pas forcément professionnel. Non, tout à fait. Alors, j'ai une relation à l'échec un peu difficile. Sans blague. J'ai un peu du mal avec les notions de l'important, c'est de participer. Mais j'ai beaucoup appris sur ça, quand même. Mon métier m'a beaucoup appris sur ça, ma position aussi. Et j'aime bien aussi, plutôt que parler d'échec, parce que un de mes mots que j'aime beaucoup, c'est la résilience. J'essaye de le mettre en place au quotidien dans l'agence aussi, être résilient tous les jours sur OK, il y a des choses qui se passent pas bien, mais ce qui va faire la différence, c'est pas la manière dont on traite l'échec, c'est la manière dont on va traiter la manière dont on se relève de cet échec. Je pense que ça fait la différence. Donc du coup, je vocalise pas souvent l'échec, je vocalise la manière dont je l'ai solutionné. Oui, c'est directement une solution. Pour moi, il n'y a jamais d'échec, c'est toujours une solution. Ouais. C'est toujours une opportunité, en tout cas. De se dire, je peux faire ça autrement, en fait, tout ça. Ou peut-être que je dois faire ça autrement. Donc, j'en ai pas encore connu, mais je pense que. De toute façon, tu dis qu'il n'y aura pas vraiment d'échec, parce que tu le vis pas comme ça, tu le vis pas comme un échec. Donc, quoi qu'il arrive, même le pire drama. Ouais. Peut-être le plus gros échec, ça aurait été le fait que je n'ai pas été une sportive de haut niveau. Ouais. C'était dur, ça ? Non, ça se vit, on vit avec. Mais en vrai, tu aurais voulu. J'aurais pu. Oui, attends, on n'en a pas revenu dessus, mais 8 entraînements par semaine. Ouais. C'est du haut niveau. Oui, c'est du niveau élevé. Ouais, c'est du niveau élevé. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenue une athlète de haut niveau ? Je sais pas. La vie, je sais pas. Et tu aurais voulu quel sport ? Je pense que j'aurais potentiellement fait de l'athlétisme ou alors un sport d'équipe. Vraiment un sport d'équipe. Tu aurais voulu aller aux Jeux Olympiques, par exemple ? Ouais. J'ai failli. Ah ouais ? Ouais, avec la crosse canadienne. Et Équipe nationale belge. Et blessure. Oh mince. Ouais. Mais ton équipe y allait ? Ouais. Mais du coup, grosse fierté quand même. Ouais, grosse fierté quand même. Grosse fierté. C'est un club que tu as fondé en plus. Alors, j'ai fondé le club, mais après, il y a une équipe nation qui prend un peu dans tous les clubs, mais notamment 5 joueuses de mon club. Ouais. Donc, j'étais pas loin. Et j'ai été les soutenir, évidemment. C'était quel jeu ? C'était de la crosse canadienne, c'était ouf. Non, mais quel Jeux Olympiques ? Quel Jeux Olympiques ? C'était à Londres en 2013, 14, je sais plus. Quelque chose comme ça. Okay. Donc voilà. Ouais, c'était quand même grosse fierté du coup. Grosse fierté quand même. Grosse petit pincement de pas courir sur le terrain, quoi. Ouais, mais grosse fierté quand même. Ouais, j'imagine. Et puis cette agence aussi, c'est une grosse fierté, évidemment. Oui, évidemment. Ouais. Oui. Et c'est pour ça qu'on t'a invité. C'est mon bébé. Mais oui, c'est vraiment ton bébé. Ouais, je pense. C'est un peu. Tu vois souvent les TikTok là, actuellement en disant quand t'as 30 ans, soit t'as des enfants, soit tu fais un marathon. Je crois qu'on a compris dans quel sens je suis. Mais pour moi, j'ai une troisième option. C'est j'ai repris une agence, quoi. Ouais. Et ça me prend autant de passion, de temps et de. Tu bosses 7 jours sur 7 ? Mais je crois qu'en fait, tu sais plus faire la. Il y a un moment donné où tu vis ta. Enfin, moi, je vis mon agence, quoi. Vraiment. Alors, peut-être certains vont se dire, c'est pas très sain, tout ça, madame. Mais en fait, ça se joint à ma vie. Et c'est pas négatif du tout. Parce que pour moi, mon agence, c'est un tremplin. C'est un tremplin personnel et professionnel. Donc, ce que je fais avec l'agence, c'est ce que je pourrais rêver de faire moi personnellement. Donc, ça se lie. Et donc, à un moment donné où, en fait, c'est normal et c'est un mindset d'entrepreneur, je pense aussi, de vivre là-dedans. Du coup, dans ton quotidien, avec tes copines, tes potes, il n'y a pas un peu un décalage de... Si. Ouais, tu vois, comment tu le vis, même ça ? Si on arrive tous quand même à des étapes de nos vies, tu vois, où on est assez avancé, évidemment. Oui, mais bon, la plupart d'entre eux sont probablement employés. Ouais.
du coup, tu dois quand même être beaucoup moins dispo. Ouais. Oui, très. Mais je crois que le gap, il est surtout avec ma famille. Ah ouais. Ma famille, mes potes, ils comprennent encore. Puis en plus, avec le sport et l'agence, t'as plus de autant time. dire que ma vie est très centrée sur ça. Mais c'est ce qui me drive aussi, évidemment. Ma famille, c'est plus difficile parce que c'est compliqué à expliquer. Quand je viens d'une famille de profs, donc fonctionnaires, Oui. plutôt de l'État, du coup, enseignants, Mais ils s'inquiètent pour toi, en être fait. entrepreneur. Quand Ouais. je suis passée, quand j'ai créé ma boîte, Mon Dieu. je crois que j'ai jamais vu mon père aussi stressé. Il m'a vraiment dit, mais t'es sûre de ce que tu fais, mais t'es sûre, comme si je signais pour d'office me planter, quoi. Ouais. Et là, ça m'a stressée. J'avoue que j'étais un petit peu dans une lune de miel au début, puis je me suis dit, ouais, non, ça va. Et puis quand il m'a dit ça, je me suis un peu stressée. Mais au final, ça a été pour moi une liberté, une ouverture énorme vers en fait le potentiel énorme que ça pouvait créer. Pas une crainte, quoi. Non. Mais c'est ouais, quand donc même le gap, il est ouais. énorme avec ma famille parce qu'ils comprennent pas toujours. Ce que T'es ça moins implique. dispo. Moins dispo. C'est aussi un gros taf perso de faire la part des choses avec sa famille et de pas toujours vivre que pour ça. Mais je pense aussi que, parce que tu disais, tu vas encore faire ça 30 ans. Je sais pas si je vais faire ça 30 ans. En tout cas, j'ai envie de donner tout maintenant. Et donner tout maintenant, ça veut dire faire des choix, choisir, se renoncer. Et donc, il faut capitaliser un peu sur ce qui marche. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que dans ton quotidien, donc avec ta famille, tes amis, parce que là, pour l'instant, ta vie, c'est ça. Enfin, je veux dire, Ouais. je pourrais pas te Non. faire dire autre chose. Enfin, Non. tu vois, tu pourrais pas parler d'autre chose que Non, du sport Ah et ouais, de ouais. R, en fait. Ah ouais. C'est La pas meuf est possible. La meuf ennuyeuse. Mais non, parce que moi, je le comprends très, très fort parce que c'est quelque chose que tu vis, que Ouais. tu incarnes. Ouais. C'est tout nouveau Ouais. aussi. Tu vois, tu dois encore tellement Ouais. travailler. Et donc, il n'y a pas de place pour toutes les Non, autres mais choses c'est pas aujourd'hui. grave. Non, c'est pas grave, mais parfois, ça doit quand même te... Est-ce que tu te prends des trucs en pleine gueule de certains de tes amis qui disent Ouais. ah, ouais, elle Ouais. fait la meuf maintenant Non, pas elle fait la meuf, mais du coup, genre, tu manques des trucs, quoi. Ouais, tu manques des trucs. Tu manques des trucs. J'ai un filleul, il a 4 ans, je suis pas tout le temps là, quoi. Donc, ouais, ça... Et c'est dur à expliquer, ça aussi. Ouais, c'est Tout dur. est dur à expliquer, Tout est finalement, dans dur- ta vie. Tout est dur à expliquer. C'est dur. Tout est dur à expliquer, mais je pense qu'à un moment donné, je reviens sur le fait que je suis terrienne, c'est-à-dire qu'il faut le vivre. Et puis voilà, il y aura toujours quelque chose de positif là-dedans. Donc, je le vis, et puis voilà. Mais ouais, choisir, c'est renoncer, et c'est comme ça. Mais ouais, ça crée des manquements des fois, et ça crée des petites chutes, et ça crée des petites tristesses. Et puis voilà, puis après, il y a des moments hauts où tu te donnes à fond, et des moments où tu te prends un peu plus de temps. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire, je pense, dans ce métier-là ou dans cette position-là, quand même. C'est de prendre le temps aussi, de faire des pauses. C'est ça. C'est pas évident, Non, mais il faut il le faut faire le aussi. Ouais, pour cross... Oui, processer. ouais, processer tout ça. Dernière question, enfin Ouais. une des dernières questions. Est-ce que tu as des envies de maternité? Je viens de le dire, j'ai déjà un enfant, c'est une agence. Pas tellement. C'est pas un truc qui m'anime beaucoup. Qui t'a jamais vraiment animée? Ça m'a jamais vraiment animée, et évidemment, on m'en pose énormément la question. Maintenant, j'ai un peu passé l'âge. J'ai eu une période, tu vois, qui était un petit peu la période compliquée. Mais non, Ma non, mère n'ose plus te a poser la compris, question. elle me pose plus la question. Ça m'arrive encore autour de moi beaucoup, qu'on me dise genre, vous êtes maman? Je dis non, mais j'ai une agence. Je le dis quand même souvent comme ça. Alors, ça percute un petit peu, parce que tout le monde n'a pas la même notion de la maternité. Mais je pense que, ouais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai plein de choses à offrir pour faire grandir des gens et des choses. Humains, ouais. C'est juste que l'humain que j'ai décidé de faire grandir, ou les humains que j'ai décidé de faire grandir, c'est pas mon enfant, c'est mes employés, c'est les personnes avec qui je travaille, c'est mes potes, c'est mon agence, quoi. Donc, j'ai décidé en tout cas que si je devais faire grandir quelque chose, c'était ça. Et ça m'apporte, je pense, pour moi en tout cas, tout autant de satisfaction et tout autant d'épanouissement au quotidien. Je suis tellement heureuse quand je vois des accounts ou quand je vois des créatifs qui sortent de chez moi et qui vont vivre leur vie autre part et qui me rappellent à X années plus tard, qui me disent « Tu sais, tu m'as donné ce conseil-là à tel moment et ça m'aide encore maintenant ». Moi, c'est la maman fière qui se ressent là à ce moment-là. Donc, je pense qu'on a tous une manière différente de materner et d'enfanter. Et c'est propre à chacun de la trouver. Et moi, c'est dans ça que je m'y trouve, en tout cas. Mais t'as pas pris cette décision-là au moment où tu es devenue CEO? Non. Tu l'avais déjà avant? J'avais pas déjà avant, en tout cas, l'envie d'être maman. Et je crois que, justement, c'est arrivé à peu près au moment où t'as peut-être toujours t'es une femme, t'as toujours une hésitation, puis on te projette tellement avec cette question au quotidien, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, et beaucoup d'injonctions. Grosse injonction quand même. Voilà, comme beaucoup d'autres injonctions qu'on va pas faire la liste aujourd'hui, mais c'est voilà, on te projette beaucoup à ça. Donc à un moment donné, tu te poses quand même vraiment la question. Et je crois que c'est arrivé pile au moment où
ça m'a aidé à ne plus me poser la question du tout et à me dire, OK, bah, là, on y est, quoi, on y va à fond. Et puis, du coup, ça pose moins de questions autour de moi. Voilà. Mais du coup, mais t'as pas peur d'être cataloguée, enfin après tu vas me dire que tu t'en fous, Ah, mais je cataloguée m'en fous. comme la fille qui ne fait que travailler, qui Ouais, n'a ouais. pas de vie finalement, et c'est juste son boulot, et qu'est-ce qu'elle aura plus tard, et qu'est-ce qu'elle va transmettre aux autres, qu'est-ce qu'elle va laisser Mais je sur suis déjà terre. en train de transmettre Ouais. des choses. Je suis déjà en train de transmettre des choses et je disais au début que peut-être que si j'avais pas été CEO, je serais enseignante. Bah, je pense que je vais aussi je le suis un peu dans mon quotidien Bien sûr. et j'ai hâte d'être à un moment donné aussi où je pourrais le faire de manière plus récurrente dans des écoles ou autres. Mais donc je lègue des choses au quotidien. Voilà, c'est juste que c'est un gros travail sur soi-même que d'apprendre à le faire dans un contexte où t'as pas toujours le contrôle. Ça, c'est une notion qu'il faut intégrer. Bien Je pense sûr. quand on a des responsabilités comme celle que j'ai, c'est que t'as pas toujours le contrôle sur tout. Et c'est pas grave. Mais faut apprendre à le lâcher prise quand tu l'as pas. Et il faut apprendre si tu l'as et que ça marche, à le garder et à le nourrir. Mais des fois, ça marche pas, quoi. Donc, faut vivre avec. C'est tout. À fond. Ouais. Toute dernière question, la question signature du podcast. Ouais. Est-ce que j'ai déjà la réponse, hein. Mais je Je te vais la te- pose quand même. Ouais. J'espère que ce sera la bonne réponse, enfin celle que j'ai dans ma tête. Ouais. Est-ce que tu es plutôt connect, dare ou grow? Grow. Ah ouais? Ouais. T'es pas plus dare? La meuf qui se permet de remettre en question tes réponses. Ah, T'es pas plus dare? dare to grow. Ouais, Non, alors c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est fou, c'est que ma perception de ça, c'est grow. Mais je pense que l'image que je renvoie, alors, c'est du dare. ouais, c'est ça. Donc je crois que c'est une question de les deux côtés du miroir. C'est que moi, j'ai envie de me mettre dans du grow, j'ai envie de pusher du Ok, grow. ouais, je comprends pourquoi tu dis Mais ça. je crois que ça a une sensation d'oser, quoi. D'oser. Que j'ose ça. J'en entends beaucoup. Alors toujours, je suis un peu toujours à me dire, aller être un peu intimidée des fois par ça. On me dit que je suis intimidante. On me dit souvent que mais c'est fou ce que tu fais, etc. Et j'ai pas l'impression de faire un truc ouf. J'ai juste l'impression de faire ce qui me tu dois botte, quoi. faire, ouais. Ouais. Donc le grow, pour moi, c'est quand même là que je tire ma force. Ok. Vraiment. Ok. Le dare, c'est une manière Ouais, d'y ah aller. ouais, voilà. Le dare, c'est une manière d'y aller. Le grow, c'est là que je tire vraiment ma force et mon épanouissement, vraiment. De me faire grandir moi Ouais. et de faire grandir les autres. Merci Pauline. Mais merci à toi. À très bientôt. Oui, j'espère. Merci.